Le grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Tombouctou face à une montée des eaux, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Tombouctou lutte contre l'avancée du désert, la dégradation des sols et la raréfaction des ressources aquatiques et halieutiques. Toutefois, ces dernières années, la région fait face à un changement radical du climat. Des centaines de milliers de périmètres engloutis et des villages déplacés suite à la montée exponentielle des eaux du fleuve Niger. Comment expliquer cette situation? Existe-t-il une explication scientifique à cette catastrophe naturelle qui vit Tombouctou? Les solutions endogènes ont-elles montré leurs limites? Comment éviter une catastrophe naturelle? On en saura davantage dans ce grand dialogue délocalisé à Tombouctou avec nos invités Mahaman Goubi, président de la coopérative de riziculture d'Amadia, et Hamma Aboubakar Meiga, un ingénieur, un technicien en développement rural. À la présentation, Imrana Kilo Meiga, nous avons tenté un représentant de la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions. Toutes nos tentatives sont restées vaines. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat. Le grand dialogue. D'abord, nous allons commencer avec vous, Mahaman Goubi. Que faut-il comprendre sur le changement climatique dans la région de Tombouctou? Et vraiment, merci de m'avoir donné votre micro, et qui n'est pas la première fois, parce que je me rappelle en 2022, avec la même radio Tahanit, on a fait Tamani, je veux dire Tamani, on a fait les mêmes échanges par rapport à la situation d'inondation. Et aujourd'hui, on parle de changement climatique. Quand on parle de changement climatique dans la région de Tombouctou, moi je dirais qu'il faut pas mieux parler de catastrophe. Parce qu'à Tombouctou, par rapport aux éléments que vous venez d'énumérer tout de suite par rapport au changement climatique, si c'est ce qu'on appelle changement climatique, cela veut dire que Tombouctou sera vraiment englouti. Parce que c'est les moyens qui manquent à Tombouctou. Parce que ces éléments ont besoin des moyens pour pouvoir affronter les changements climatiques. Ça, je le dis et je le répète. Parce que vous n'êtes pas sans savoir les multiples problèmes que Tombouctou a vécu. Et surtout dans les domaines des occupations. La première occupation de ce pays-là, Tombouctou faisait partir. Et les habitants ont tous les mains à terre. Les habitants sont très pauvres. Ils n'ont pas de source de revenus ni autre chose. Et pour vous dire que, je répète encore, le changement climatique s'appelle aujourd'hui vaut mieux prévenir que guérir. Ce n'est pas quand on est affecté ou bien affecté que les gens cherchent à régler les problèmes d'inondation et d'autres situations qui vont vraiment mettre la région de Tombouctou vraiment à terre. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Vous avez dit que vous avez parlé de catastrophes naturelles, vous avez parlé de manque de moyens pour faire face aux aléas du changement climatique. Pourtant, Tombouctou continue à vivre depuis plusieurs années ces mêmes catastrophes naturelles. Est-ce qu'il y a en dehors de ce que vous parlez de manque de moyens, il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer cette catastrophe naturelle que vit Tombouctou? Voilà, donc je reviens encore. Cet exemple, c'est à partir de nos périmètres-là. On a des périmètres vieillissants. On a une digue de protection qui date d'une trentaine d'années, qui n'a jamais eu de réhabilitation. Et cette digue de protection, pendant 7 ans, jour pour jour, et on a toujours plaidé devant les autorités, devant les légitimités traditionnelles, devant qui de droit, pour vraiment trouver la solution par rapport à cette digue de protection. La digue de protection n'existe pas. Parce que d'habitude, dans nos règles, on nous a dit qu'à partir de 10 ans, ou bien 7 ans plus tard, on doit vraiment renouveler ou bien réhabiliter ces digues de protection. Aujourd'hui, on a une trentaine d'années que ces digues-là, aujourd'hui, n'existent même pas. Et pour vous dire qu'on nous a annoncé un projet
un projet, un grand projet qui doit faire cette réhabilitation. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce projet n'a pas vu le jour. Donc chaque année que Dieu fait, on nous fait savoir que ce projet allait voir le jour. Vous dites qu'on nous a annoncé, qui vous a annoncé ce projet? Ce projet, je peux dire que ça date de 7 ans. Ce projet-là, ça date de 7 ans. Parce que quand le projet a été monté, nous, on était tous des acteurs. Et le projet a vu le jour, je pense, en 2022. Hein. En 2022, le projet a vu le jour. On est tous acteurs. Vous parlez de la coopérative des riziculteurs à Amadia. Exactement. Ou il y a encore d'autres acteurs derrière oui, cette coopérative. des acteurs qui sont survenus de l'État même, que l'État a envoyé ici pour faire l'évaluation de nos périmètres. Et avant ça, il y a eu des réhabilitations bien avant ça, en avant. Et ces réhabilitations, sauf les 2 autres périmètres, ont pu bénéficier de ces réhabilitations-là. Ça, c'est en 2012, je pense, avec les Chinois. Mais quand la situation de Amadia est venue par rapport à sa réhabilitation, il y avait eu l'occupation. Donc l'entreprise n'a pas pu travailler. Donc depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réhabilitation. Et sans réhabilitation, c'est les mêmes actions qui vont continuer, les mêmes choses vont continuer par rapport à l'inondation. Amma Boubacar Maïga, vous êtes technicien en développement agricole. Vous venez d'entendre le représentant des riziculteurs d'Amadia. Il parle de manque de moyens pour faire face aux aléas du changement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la région de Tombouctou s'attendait vraiment à ce changement climatique ou c'est une surprise pour la région de Tombouctou concernant ce changement climatique? Et vraiment, merci pour la question. Avant de répondre à la question à travers mes propres, disons, l'expérience, à travers l'expérience professionnelle que j'ai acquis ces derniers temps, j'aimerais vraiment vous remercier et passer le bonsoir à tout le monde. Donc, tenant compte de la situation qu'on vient de vivre, parce que quand je dis qu'on vient de vivre, moi-même, je suis producteur sur la même plaine. On a vécu cette situation en 2022. Et voilà, en 2024 aussi, ça s'est reproduit avec des dégâts plus escomptés. On peut dire que le changement climatique, aujourd'hui, je dirais que nous, jeunes, on est peut-être un peu conscients de ça. Pourquoi j'ai dit on est peut-être? Parce que moi, je le suis. Les informations, la prévision météorologique, peut-être nos grands-parents, ou bien ceux qui ont passé avant nous, ne s'attendaient pas à ça. Mais nous, on a une idée là-dessus. Parce qu'on voit des choses, la rarification, c'est-à-dire des choses qu'on nous dit que la météo prévoit, qu'on négligeait, mais qui se réalisent. C'est-à-dire la météo dit la montée des eaux est consécutive dans cette décennie. Donc vous voulez dire qu'il y a une négligence derrière ce qui est arrivé à Tombouctou? Je ne dirais pas qu'il y a une négligence. Parce que négligence veut dire que tu as entendu, tu n'as pas fait quelque chose. Parce que en parlant de la coopérative a fait de son mieux. Parce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont. Maintenant, la situation de la coopérative, en un mot du périmètre d'Amadia, c'est un périmètre qui fait une superficie de 620 hectares, qui est géré par une coopérative, disons, un comité de gestion. Maintenant, ce comité de gestion n'a pas les moyens de faire la réhabilitation de ces digues, normalement qui devraient être fait avant. Parce que depuis que le périmètre a commencé à fonctionner, jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de réhabilitation. Comme on l'a dit, les techniciens qui ont fait ça, ils prévoient une réhabilitation à chaque décennie, chose qui n'a pas été faite. Donc, ces réhabilitations-là, c'est pour prévenir à ce genre de circonstances. Le périmètre n'a pas seulement elle-même, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir faire face à ça. D'autant plus qu'ils ont même eu un choc depuis 2022, sur lequel, là, ils travaillent toujours. Ce choc-là les a impactés avant l'arrivée de cette année. Parce qu'ils ont fait de leur mieux. Ils ont pu faire ce qu'ils ont fait.
Mais malheureusement, ces montées des eaux, c'est-à-dire, les ont dépassées. Vous avez parlé de dégâts escomptés. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui les dégâts causés par ce changement climatique sur la région de Tombouctou? Sur la région de Tombouctou, les dégâts sont énormes. Parce que ce n'est pas seulement à Tombouctou ville seulement, parce que c'est des plaines en Nemo. La plaine d'Amadia se trouve à Tombouctou. Mais il y a beaucoup de cas signalés. Il y a Diré, il y a les petits villages riverains là, qui ont aussi des petits périmètres qu'on appelle les périmètres irrigués villageois, souvent des périmètres de 50, 60, voire 40 hectares. Beaucoup de villages ont déjà subi les inondations. Non seulement les périmètres ont été inondés, y compris les villages même. Des villages ont été touchés, des villages ont été engloutis même. Au jour d'aujourd'hui, et ça continue. Jusqu'à preuve du contraire, même hier soir, il y a eu, dans le cercle de Diré, il y a un de leurs digues a cédé, voire même à Toye ici, un des digues aussi a encore cédé. Ça, en un mot, ça continue. Ça continue. Vous avez parlé de dégâts également. Alors aujourd'hui, dans la région de Tombouctou, est-ce qu'on peut estimer, est-ce que vous avez un bilan de ces dégâts causés par ce changement climatique dans la région de Tombouctou? Donc dans la région de Tombouctou, comme le technicien est là, il vous a déjà évoqué certains pourcentages. Mais moi, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on a perdu d'abord les deux plus grands périmètres de la région de Tombouctou. Amadia et Koroyomé. Koroyomé, il y a 3 jours il a été inondé. Et en plus des périmètres PIV, en dehors des périmètres PIV, tout aux alentours des périmètres là, il y a des habitants. Et ces habitants aussi, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Leurs maisons sont tombées. Les quelques périmètres qu'ils doivent exploiter aussi sont inondés. Donc maintenant, ils se retrouvent tous habités sur le long des trottoirs, quoi. C'est de nos goudrons. Ils sont jusqu'à présent là-bas. Maintenant, on s'est dit vraiment de chercher un abri pour ces gens-là ou bien un espace où les recaser. Bon, pour dire encore que cette catastrophe-là, ça risque de nous coûter très cher. Très très cher. Parce que première des choses, voici l'eau qui a occupé tout cet espace-là. Cette année, on avait eu une très bonne saison pluvieuse. Donc la nature s'est régénérée. On était très très contents, très très satisfaits par rapport à la situation, parce qu'on s'est dit que cette année, les animaux auront de quoi. Mais voilà qu'aujourd'hui, l'eau a occupé tous les espaces. Donc il n'y a pas de quoi pour les animaux. Donc ça aussi, c'est une grande perte. Si maintenant, il faut évacuer les enfants, je reviens là-dessus, les animaux sur les dunes de sable, autre chose où il n'y a rien à manger, ça aussi, c'est un manque à gagner. Un individu qui a perdu ce qu'il a comme bâtiment, il a perdu son périmètre et les animaux aussi n'ont rien à manger. Vous voyez ce que ça pourra faire et que l'année n'a même pas commencé d'abord. Donc vraiment, c'est une grande perte pour la région de Tombouctou. Les deux périmètres que vous parlez, notamment Amadia et l'autre là, est-ce qu'on peut estimer à combien le nombre d'hectares qui sont engloutis aujourd'hui? Donc on a plus de 1500 hectares comme ça, hein, 1500 hectares qui ont été perdus. Si j'ajoute les périmètres PIF, ça dépasse même ça. Le technicien là, il peut comment dirais-je, me compléter. C'est-à-dire que je parle de 2 périmètres, plus un périmètre PIF qui est collé à Amadia. Donc, le micro. Oui, j'ai dit. Donc, c'est les éléments que moi, je détiens maintenant. Parce qu'eux, ils ont les chiffres. Ils ont les chiffres qu'ils peuvent vous produire. C'est plus que ça, hein. C'est beaucoup. D'accord. C'est beaucoup, vraiment. Vous avez dit que également cette année, vous êtes satisfait par rapport à la pluviométrie. Est-ce à dire que Tombouctou ne s'attendait pas quand même, après avoir eu cette pluviométrie que vous n'entendez pas certainement, est-ce qu'il n'y a pas un lieu d'attendre également à ce qu'il y ait ces catastrophes naturelles? Est-ce que vous êtes prêt à faire face à ces catastrophes naturelles? C'est ce que j'ai dit à l'entame de mes propos. J'ai dit que vraiment pour Tombouctou, ça ne serait pas facile. Parce que c'est le manque de moyens. Parce que nos populations aujourd'hui sont très fatiguées. Ils sont trop affectés par les différentes crises. Parce que moi, je peux le savoir, parce qu'on gère la couche
Mais c'était prévisible quand même. C'était prévisible. C'était prévisible. Mais j'ai dit... Comme c'était prévisible, est-ce que des alertes avaient été déjà données bien en amont ou bien c'est maintenant que vous êtes déjà dans l'action que l'alerte a commencé? Vous savez, quand on parle de changement climatique, ça c'est nous qui ont un peu, les quelques intellectuels qui sont là, qui peuvent comprendre ça. Mais il n'y a pas eu de sensibilisation par rapport aux illettrés. On devait vraiment les former par rapport au changement climatique. Quand on parle du changement climatique, là, il faut vraiment mettre ça dans la tête des gens, les expliquer, les sensibiliser, pour qu'ils sachent qu'est-ce que cela veut dire changement climatique. Ça, c'est dans notre vie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire changement climatique. Parce que le changement climatique veut dire que les choses vont changer. Peut-être, c'est des choses qui ont été laissées depuis, qu'on n'a pas vécues, que nos arrière-parents ont vécu, toutes ces choses-là vont revenir. Ou bien notre climat de notre lieu va nous revenir et notre climat va aller chez eux. Un changement de façon. Vous voyez, c'est comme l'eau qu'on a reçue cette année. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais vu de genre de catastrophe. Dans ma vie, je n'ai jamais rencontré ce genre de catastrophe. À Tombouctou, certains me disent que moi, j'ai vécu qu'à Tombouctou, il y avait 3 bras de fleuve. Il y a un bras de fleuve à l'ouest, un bras de fleuve à l'est et un bras de fleuve qui traverse le centre-ville. Mais ça n'a jamais atteint ce niveau-là. Il faut aller au fleuve pour voir le volume de l'eau. Il faut aller voir, ça fait vraiment peur. Vous voyez, si ce n'est pas l'ensablement là, c'est les dunes de sable qui ont bloqué l'eau, aujourd'hui l'eau doit venir à Tombouctou. Mais jusqu'à présent, comme je l'ai dit, il faut retenir ça. Parce que quand on parle de changement climatique, cela veut dire qu'on doit avoir de gros moyens. Parce que ce que nous avons vécu cette année, par rapport nous, en tant que responsables des exploitants, et les exploitants même, j'ai vu leur bravoure par rapport aux actions qu'ils ont menées pour consolider les digues. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ça a besoin de moyens. Parce que des périmètres de 620 hectares, qui n'ont aucune machine, qui n'ont aucun camion, qui n'ont aucun moyen pour pouvoir vraiment affronter ce genre de problèmes. Donc c'est des problèmes. C'est pour que je dis vraiment, il faut mettre des moyens à la disposition, de gros moyens à la disposition des grands périmètres comme Amadia, Daï et Koroyomé. Et marquer une attention particulière au démarrage même de ces plaines-là. Et les demander quels problèmes ils ont. Et envoyer des gros techniciens, ajouter un autre là, pour voir la situation, faire l'état de lieu, voir si la campagne de cette année peut vraiment se mesurer, comment dirais-je, à la situation de l'année, oui ou non. Donc, tous ces genres de problèmes manquent. C'est pourquoi je dis que, vraiment, quand il y a les problèmes de climat là, à Tombouctou, c'est des problèmes. Le changement climatique à Tombouctou, c'est des problèmes. Parce qu'ici, vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'on est en embargo. On est en embargo. En embargo comment? Oui, parce que les bateaux ne viennent plus à Tombouctou. Il n'y a plus de bateaux. La navigation, ça ne va pas. Et la route aussi est coupée l'autre jour seulement. Et rien ne sort, rien ne rentre. C'est pourquoi j'ai dit qu'à Tombouctou, il y a des problèmes. On est en embargo. Pour celui qui ne sait pas, on est en embargo, on ne peut même plus voyager. Vous voyez? Donc tout ça, c'est des problèmes. Tombouctou, il y a problème. La route, la petite route là qu'on a, Gomakura et l'autre côté là, jusqu'à présent, on n'allait pas à joindre les deux bouts. Donc pour se déplacer, et là à Bamako, c'est des problèmes. Et maintenant, même la route a été barrée. L'autre jour seulement, les islamiques, là, ils ont posé une mine là qui a explosé le pont sur lequel les cars passent là. Et maintenant, tous les cars ne viennent plus. Vous voyez? Donc, à Tombouctou, j'ai dit qu'il y a des sérieux problèmes. Il y a des sérieux problèmes. Et si on ne remédie pas ces problèmes-là, ça serait toujours comme ça. Et nous, pauvres exploitants que nous sommes, on veut toujours se sacrifier. Nous, en tant que responsables de ce périmètre-là, c'est un sacrifice qu'on est en train de donner à notre ville, à notre braves paysans. C'est tous des pauvres gens. Ils ont besoin de bras valides, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'aide. Donc tout ce qu'on peut faire, parce qu'on est chez nous, on est avec nos parents, on est avec des pauvres. Donc il faut vraiment les aider. Donc c'est pourquoi jusqu'à présent, je suis en train de solliciter tout le monde. Tout ce que quelqu'un peut faire
il n'a qu'à le faire. D'accord. Voilà. Merci. On estime que vous devez avoir quand même des chiffres par rapport à ce qui s'est passé dans les périmètres irrigués. Quels sont aujourd'hui les chiffres exacts des périmètres qui sont aujourd'hui engloutis dans la région? Bon, avant tout, j'aimerais vraiment revenir sur ma position. Je ne suis pas service technique, je suis un technicien du développement rural. Maintenant, les chiffres, on doit trouver les chiffres avec les services techniques. Donc, mais car cela ne tienne, je suis jeune, je m'imprègne de la situation, je peux vous donner vraiment des estimations, mais pas des vrais chiffres. Parce que quand on dit des estimations, prenons le cas de ces deux grandes plaines de Tombouctou qui ont été vraiment inondées, voire même englouties. Ça, on peut l'estimer, seulement ces deux plaines pour la ville de Tombouctou, on peut l'estimer jusqu'à à peu près, parce que Amadia fait 620 hectares. Le Koriomé aussi doit faire dans les 400 hectares. Maintenant, on peut ajouter les villages riverains. Parce que quand je dis les villages riverains, c'est l'ensemble de la région. Beaucoup de villages riverains, beaucoup de périmètres des villages riverains ont été aussi victimes d'inondations. Ça, c'est de Ararous jusqu'à Nala, vers Diré, voire même Niafenke. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, allez-y. Voilà. Donc, je ne peux pas vous donner vraiment un chiffre exact, mais on peut même l'estimer jusqu'au-delà de 1500 hectares sous l'eau. Alors, quelles peuvent être les conséquences alors de cette situation sur les populations concernées? Les conséquences, c'est à plusieurs niveaux. Parce que cette inondation, on ne le situe pas seulement aujourd'hui, on ne le situe pas seulement au niveau des champs perdus, c'est-à-dire des récoltes sous l'eau. Il y a aussi de l'autre côté des maisons même qui ont, c'est-à-dire des abris. Donc les conséquences sont nombreuses, telles qu'on peut citer. Ça peut entraîner la famine, parce que cette année, on peut dire que beaucoup n'ont pas pu récolter. Et il y a aussi de l'autre côté des maisons, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas d'abri. Donc il y aura qu'on le veuille ou pas, la région sera touchée par vraiment un grand manque de riz cette année. Et cette région qui ne connaît même pas ce qu'on appelle le riz emporté. Nous à Tombouctou, ici, on consomme le riz local, pas comme dans les autres régions. On consomme le riz que nous produisons à Tombouctou. Donc cette année, ça ne va pas suffire, il nous faut aller en chercher du riz pour pouvoir joindre les deux bouts. Okay. De l'autre côté, il y aura des sans-abri. Parce qu'on peut citer les villages qui ont été victimes d'inondations. Ils seront obligés vraiment d'être casés dans des endroits avant qu'ils puissent retrouver vraiment leur train de vie pour pouvoir pour pouvoir aller. En plus des conséquences néfastes de la nature qui ont amené aujourd'hui ce que vit Tombouctou, est-ce qu'il existe des actions humaines aussi qui auraient contribué à ce phénomène du changement climatique dans la région de Tombouctou? Effectivement. Bon, pas dans la région de Tombouctou. Je dirais, ça peut être dans la région de Tombouctou aussi, mais d'après les scientifiques, il y a toujours l'action humaine. Quand je dis il y a toujours l'action humaine, ce changement climatique, ça peut être dit aux grandes industries, des productions chimiques et consorts. Tout ça là joue aussi là-dessus. D'un côté aussi, il y a, ça c'est quand on dit au niveau local, dans le temps, les eaux arrivaient à des niveaux, ça c'est les années 1960. L'eau arrivait à des niveaux où ce n'est plus où sa tendance à ne plus où sa tendance à ne plus arriver. Donc du coup, les gens sont partis et construire dans ces anciennes zones inondables. Parce que c'est toutes les parties inondées, si tu essayes de voir dans le temps, c'était des parties submersibles. Maintenant, il y a eu des années où la crue n'atteint plus le niveau comme jadis. Les gens donc ont pris confiance que l'eau ne va plus arriver à ce niveau. Donc du coup, ils sont allés construire, voire même faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, des constructions anarchiques ou des constructions... Bon, pas des constructions anarchiques,
Supposons, prenons l'exemple des les villages riverains. Dans le temps, c'est des anciens villages. Aujourd'hui, la démographie fait que le village, il faut une expansion. Donc ces expansions, malheureusement, des nouvelles générations, pour pouvoir avoir des abris et consorts, ils ont construit dans des endroits où l'eau passait. Donc du coup, l'eau est arrivée jusqu'au niveau d'ancien passage. Sinon, si tu essaies de voir, le village de Toya qui est touché aujourd'hui. Mais c'est-à-dire le début, la quintessence du village, là où le village même est dans le temps, n'est pas encore touché. Toutes les zones touchées aujourd'hui, c'est des zones d'expansion, où dans le temps où il y avait vraiment des grands crues comme cette année, l'eau a atteint ce niveau. Ce n'est pas des constructions anarchiques, mais c'est des constructions dues aux besoins et à la démographie de la population. Parce que la population augmente du jour au jour. Ce n'est pas la même population de 1960 qui est là aujourd'hui. Donc les gens doivent construire. Donc, du fait que l'eau, du fait qu'on n'a plus connu ce genre de crues, on s'est dit que bon, l'eau ne va plus arriver. C'est ça qui nous a eu. Mais ça, c'est du côté vraiment des maisons inondées et consorts. Maintenant, quand on parle du côté des plaines, là aussi, il y a une réalité qui est là. Comme il l'a dit, ces plaines-là doivent suivre des réhabilitations chaque dizaine d'années pour pouvoir vraiment consolider ces digues de ceinture. Parce que les digues de ceinture, ce sont des grandes digues faites pour entourer ces périmètres pour pouvoir mieux produire. Et ces digues sont des renforts pour pouvoir maîtriser l'eau jusqu'à la fin jusqu'à la récolte. D'accord. Alors, comment faites-vous aujourd'hui pour s'adapter aux réalités de la situation, pour sauver ce qui doit être aujourd'hui? Comment vous arrivez à vous adapter à sauver ce qui reste? Donc, pour le micro. Oui, j'ai dit, pour pouvoir sauver la situation, j'ai dit que ce n'est pas une petite affaire. Parce que comme le technicien l'a dit, c'est des situations qui dépassent nos compétences. Le comité de gestion, ça dépasse de nos compétences. Est-ce qu'il existe encore des périmètres à sauver qui n'ont pas été encore touchés? Oui, on a un périmètre qui est jusqu'à présent où il y a espoir. C'est le périmètre de Daï. Jusqu'à présent, les gens sont tout de suite en train de récolter. Mais qui est menacé en même temps. Mais nous pensons que par la grâce de Dieu, qu'il y aura quelque chose. Ça, c'est Daï. D'habitude, quelles sont les solutions que vous avez à votre niveau, des solutions endogènes qui vous permettent de contrer un peu l'avancée quand même de la montée des eaux? Bon, vous savez, ce qui peut nous mettre à l'abri de tout ça, là, c'est l'arrivée de la crue. Parce que la crue nous vient en retard ici à Tombouctou. Si la crue arrive à venir vers des mois avancés, par exemple, monsieur le technicien est là, il le sait plus que moi, parce que nous, on a débuté la campagne en août, le 12 août. Le 12 août qu'on a commencé la campagne. Si 2 mois avant août, on a l'eau et on a pu commencer vraiment notre culture, je pense qu'on n'aura pas d'inondation. Parce que nous allons récolter avant la hausse des eaux. Donc c'est le seul problème. Et ça, vraiment, je ne sais pas s'il peut y avoir de situation par rapport à ça, oui ou non. Parce qu'on s'était dit que si vraiment c'est le problème de changement climatique et qui va vraiment procéder à ce genre de manifestation de l'eau là jusqu'à cette hauteur, vraiment, nous allons faire ce cri de cœur. Voir l'Office du Niger, si toutefois, ils peuvent vraiment nous avancer l'eau pour que nous pouvons démarrer la campagne à temps. Si toutefois on arrive à démarrer la campagne à temps, on va récolter. Regarde maintenant que en 2022, on était inondé le 2 décembre. Et cette année, c'est entre le 11 et le 12. Vous voyez ce que ça fait. Donc déjà, on a pris de l'avance. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce qu'on était toujours sur la digue en train de la renforcer et essayer de la consolider pour que l'eau ne descende pas. Vous voyez, on a pris de l'avance. Non, on est très très en retard par rapport à notre culture. Donc c'est ça le gros problème.
Voilà. D'accord. Alors, face à la montée des eaux, on voit également quand même des villages qui prennent des sacs remplis de sable pour faire des digues. Est-ce que ces digues-là durent longtemps pour pouvoir quand même faire face à l'avancée de l'eau? Est-ce que ces solutions traditionnelles peuvent faire face à la montée des eaux? Ça ne marchera plus. Ça ne peut plus marcher. S'il s'agit de sacs vides, ça, on en a mis en pagaille. En pagaille, on ne peut même pas compter. C'est sans compter. Ce qu'il faut faire, parce qu'une digue, quand tu construis une digue, il faut qu'elle soit compactée. Et que ça soit épais, et en hauteur et en largeur. C'est surtout ça. Parce que toutes les digues qu'on est en train de... on ne peut pas les compacter. Parce qu'avec la pelle, là, on ne peut pas compacter. Avec les pelles ne compactent pas une digue. Parce que quand elle n'est pas compactée, donc l'eau peut s'infiltrer. Si l'eau s'infiltre seulement, c'est fini. Pour que le dépôt là est mouillé seulement, ça s'en va. Ça chute. Donc il faut des gros machines. C'est pourquoi j'ai dit des périmètres de grande envergure doivent avoir des gros machines et des camions pour des situations de ce genre de venir au secours. Si on n'a pas ces éléments-là, donc on aura toujours des problèmes. C'est des périmètres qui n'ont... Parce qu'avant, l'État subventionnait les périmètres avec de gros moyens. Tous les gros moyens qu'on ne possède pas, l'État met ça en disposition. Les camions, les chargeurs, tout ça là. On met ça, je vois à Bamako par exemple, les autres périmètres là. C'est toutes ces machines là qui sont à l'attente. Dès qu'il y a un problème, ces machines là, on fait appel à ces machines là et trouve la solution. J'ai dit que nous sommes inondés cette année. Moi j'ai vu qu'on a fait recours à un chargeur qui est à Tombouctou, mais qui nous a beaucoup sauvés. Si tu avais qu'on a pris tout ce temps là sans être inondé, c'est qu'on a eu cette machine là. Vous voyez? Donc c'est pourquoi... Vous avez eu cette machine de qui? C'est une machine qu'on a louée avec un Soudanais qui est là. Un Soudanais qui a été pour la recherche de l'or là. Donc à un moment, l'État a saisi ces engins. Après, on lui a retourné ça. Il s'est mis en règle, il a pu prendre ses machines. Donc quand on a senti qu'il y a les machines là-bas, on est parti le voir. Quand on a vu les menaces, on est parti le voir. Il nous a donné cette machine-là 2 jours gratuitement. Après, il me dit maintenant, vraiment, ça va. Maintenant, lui aussi, il a besoin de quelque chose. Donc, on a négocié avec lui. Il a pu nous passer la machine de 250 000 francs par jour. Et on a pris la machine, on a essayé de considérer la digue. Mais comme nos moyens étaient limités, nous aussi, on est limité par rapport à la location. Donc, tout ça, c'est des facteurs qu'il faut voir, quoi. Parce que c'est ce que j'ai dit. Parce que par rapport à ce système-là, j'ai compris que vraiment, si on avait des gros moyens, on pouvait sauver beaucoup de choses. Bien que nos moyens sont limités, mais on pouvait sauver beaucoup de choses. Mais même nos techniciens qui sont là ne sont pas dans les conditions, ils n'ont pas de moyens. Nous, par combien de fois, ils viennent chez nous, on part chez eux, mais on voit que dans l'impossible, rien n'est tenu. C'est la vérité. Dans l'impossible, rien n'est tenu. Je répète encore, une plaine à 620 hectares. 620 hectares. Vraiment, je pense qu'on doit avoir des moyens. On doit avoir vraiment des moyens. Et surtout que notre digue de protection, c'est dans les 3 ou 4 kilomètres, ou plus même. Donc avec ces 620 hectares, vous voulez dire que Tombouctou va faire face à une catastrophe humanitaire? Humanitaire. Le technicien là, il l'a dit. Tu l'as répété, on va revenir là-dessus. Ça c'est très clair. Moi, ma peur aujourd'hui, c'est ça. Et puis surtout qu'il y a une question d'habitude. Il l'a dit, le riz local, là, c'est ce que nous consommons. Il faut voir le goût. Ça c'est très clair. Parce qu'on a toujours défié les autres grains par rapport à notre grain. Parce que le riz que nous avons, c'est le riz de qualité. Le riz de qualité. Je le dis et je le répète. Alors, au niveau régional, quels sont les apports des autorités régionales pour faire face à cette situation? Bon, les autorités, ils sont là, eux aussi, c'est par manque de moyens, je le dis comme ça. Les autorités aussi n'ont pas les moyens. C'est la vérité. Et chaque fois qu'on les appelle, ils nous assistent. Tu vois qu'ils veulent faire, mais c'est les moyens qui manquent. C'est la vérité, c'est les moyens qui manquent. Parce que les autorités aujourd'hui, ils ont trop de charges. Ils ont trop de charges. Tu n'as pas, sans savoir ce que l'État, le problème que l'État a aujourd'hui. Et nous ne sommes pas les seuls inondés aussi au jour d'aujourd'hui. Pour satisfaire le besoin de tous ces gens-là, pour tous ces villages et toutes ces fractions-là, ce n'est pas facile, mon ami.
Vous voyez? Est-ce que les riziculteurs qui ont perdu leur périmètre et les villages qui ont été obligés de se déplacer ont quand même eu une assistance de la part des autorités régionales à Tombouctou? Oui, parce que les autorités ils ont fait recours aux différents ONG qui ont participé d'une moyen ou d'une autre. Parce qu'on ne peut jamais satisfaire quelqu'un qui a tout perdu. Seulement, on fait ce qu'on peut faire. Comme le technicien l'a dit, on te l'a répété, je vais le dire encore. Parce que chacun nous donne la meilleure, moi, au monde ne peut donner que ce qu'il a. Donc le peu de moyens qu'ils ont, ils l'ont donné à ces gens-là. Et ça ne peut pas être continuel. Ça ne peut pas être continuel. Vaut mieux vivre de ce que tu as que ce que quelqu'un te donne. Est-ce que tu m'as bien compris? Donc c'est ce problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi, mon inquiétude de mes exploitants, c'est ça. Parce que l'année prochaine, pour aborder la campagne, ça serait des problèmes. Ça serait des grands problèmes parce que c'est avec les revenus des champs-là qu'ils abordent la campagne prochaine. Les récoltes-là, c'est avec les récoltes-là qu'ils abordent la campagne prochaine. Et quelqu'un qui n'a pas récolté pendant 2 ans, je veux dire. Parce qu'on a fait une première année, on a échoué avec des fausses promesses. Et même pour payer la redevance, c'était des problèmes. Et cette année, ils ont perdu encore. Mets-toi à leur place. C'est un grand problème pour Tombouctou et pour tous mes exploitants. Est-ce que ces gens-là, on peut leur dire demain de payer la redevance par comment? Voilà, par comment ils vont payer cette redevance? Donc, ils ont besoin d'assistance. Une très grande assistance pour les faire revenir. Parce qu'il y a certaines qui me chuchotent à l'oreille que président, vraiment nous, là, on ne va plus se hasarder. Tant qu'il n'y a pas de solution adéquate, qu'eux, ils ne comptent plus aller se hasarder à exploiter ce périmètre encore. Parce qu'ils ont tout perdu. Parce que la plupart des exploitants, ils vont prendre à crédit pour aborder la campagne. Ça, je vous le dis. Hein. Et maintenant, ils sont tous endettés. Ils sont tous endettés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est pourquoi j'ai dit, vraiment, nous sollicitons vraiment l'aide de tout le monde. Et ce qu'on est en train de dire, il faut que ça tombe dans l'oreille de ceux qui veulent entendre. Et ceux qui veulent vraiment aider nos périmètres. Et sans les périmètres-là, ces périmètres-là, c'est les greniers de la région de Tombouctou. Ça, je m'en vais vous le dire. Et qui peut satisfaire toute l'année les besoins de nos exploitants. Tout ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est ça. Les 85% de population de Tombouctou sont des exploitants, sont des cultivateurs. Et ils n'ont rien d'autre que ces cultures-là. Même les quelques petits maraîchages qu'ils font, ils sont partis, ils sont inondés. Donc ils n'ont plus rien. Donc vraiment, c'est un cri de cœur que j'ai toujours lancé, que je ne cesserai jamais de faire. Pour qui veut l'entendre. Et je veux que ça soit bien entendu. Et prendre en considération. Moi, j'ai dit, à Radio Tamani, ces interviews-là, il faut les lancer très très loin. Très très loin. Et vraiment, il faut tout faire pour que ça passe très bien. Et que ça sert à l'écoute de tout le monde. Parce que Tombouctou a beaucoup vu. Tombouctou a beaucoup subi. Je m'en vais vous le dire. Donc aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin de la main de tout le monde. Voilà, d'accord. Alors aujourd'hui, on a besoin de la main de tout le monde. Il l'a dit, hein, que les riziculteurs appellent à des solutions. Aujourd'hui, quelle solution faut-il face à ce changement climatique de la région? Quel type de solution il le faut? Avant tout, concernant le changement climatique, il faut aller aussi par le changement du producteur. Quand je dis le changement du producteur, le producteur aujourd'hui doit être sensibilisé à aller avec ce changement climatique. Comme on le dit, si une situation te dépasse, adapte-toi, fais avec, comme toujours les gens font. Quand je dis ça, vous savez, il a dit, le président, pour faire face à ces situations, on doit adopter certains comportements, qui est quoi? Le respect du calendrier agricole. Parce que le calendrier agricole est très important dans l'agriculture. Vous savez, si nous, les grands périmètres, parce qu'on a des stations de pompage fixes, on attend toujours à ce que la CRI vienne
au moteur pour pouvoir démarrer la campagne. Pour nous, il y a des alternatives. Soit on surcreuse un chenal allant dans le lit du fleuve pour permettre que l'eau, pour avoir de l'eau au moment où nous voulons pour pouvoir lancer la campagne avant l'arrivée de la crue. Ou bien s'il y a une possibilité de pouvoir repousser les stations de pompage, parce que ça va nécessiter un grand coût. Ça va nécessiter des moyens, c'est-à-dire des moyens colossaux pour pouvoir faire ça. Et repousser les stations de pompage dans le lieu de fleuve pour qu'on puisse démarrer la campagne. Pourquoi je dis ça? Parce que la campagne agricole, c'est depuis le mois de mai. Par exemple, nous, nos variétés que nous utilisons, c'est celui qui a installé même en juin. C'est des variétés qui ne font que 120 à 140 jours, à peu près 4 mois et demi, voire 4 mois. Celui qui a installé en juin, c'est-à-dire 1er juin, juillet, août, septembre, octobre déjà, avant la montée des eaux, on a déjà récolté. Ça, c'est une solution. Maintenant, ça c'est pour les grands périmètres qui utilisent la poussée d'Archimède. Parce que là, c'est des grands moteurs qu'on ne peut pas faire bouger. Il faut qu'on attende l'eau. Ça, c'est une alternative. Maintenant, concernant les périmètres irrigués villageois, les petits villages, c'est-à-dire qui ont des périmètres de 40-60 hectares, qui ont des petits motopompes, c'est-à-dire les motopompes 3 cylindres, 4 cylindres. Ceci, ils peuvent. Ils ne doivent pas attendre à un certain moment, c'est-à-dire ils ne doivent pas attendre le mois de juillet pour démarrer. Est-ce que les populations en savent ces solutions-là que vous êtes en train de dire? Est-ce que ces solutions ont été expliquées à ces exploitants qui doivent quand même prendre cette initiative? Bon, moi, je dirais l'information, c'est peut-être ça n'a pas eu porté, c'est-à-dire peut-être ils n'ont pas pris ça d'une façon vraiment à aller avec. Sinon, l'information, les services techniques de l'agriculture sont toujours dans ce sens, avec même les partenaires qui aident dans le domaine de l'agriculture. Parce qu'ils font toujours des sensibilisations sur les calendriers agricoles. Ces solutions avec les partenaires, avec les services techniques, est-ce que ça ne reste pas seulement dans les salons feutrés entre eux là-bas qu'on discute des dispositions à prendre, mais sans informer quand même les intéressés? Ces solutions sont discutées entre eux dans des salons feutrés, n'est-ce pas? Non, moi je ne dirais pas ça. Je dirais seulement que jusqu'à présent, ils ont toujours besoin d'être sensibilisés. Parce que, vous savez, les services techniques sont là, mais eux aussi, ils ont des moyens limités pour pouvoir couvrir toute la zone. Et puis, les paysans aussi, souvent, il y a des paysans aussi qui ont des mentalités vraiment archaïques. Sinon, beaucoup, je ne dirais pas les 100% des paysans connaissent le calendrier agricole, mais beaucoup savent qu'à un certain moment, vraiment, tu n'es plus sur le calendrier agricole, mais là, tu produis seulement. D'accord. Le technicien me fait signe qu'il nous reste 3 minutes à partager ensemble. Mais est-ce que les défis liés au changement climatique dans la région de Tombouctou peuvent être relevés? Je dirais oui. Comment? Ils peuvent être relevés parce que ce défi-là, je dirais que c'est à nous de le relever, nous, la nouvelle génération. Parce que, avant tout, nous sommes les victimes. Quand je dis nous sommes les victimes, nos papas, les gens là qui sont aujourd'hui, ils nous observent. Maintenant, c'est à nous de prendre notre courage en main et d'adopter les nouvelles innovations de l'agriculture pour pouvoir subvenir à nos besoins avant que l'eau n'arrive. Non seulement on peut aller, c'est-à-dire vers l'innovation, voir ce qu'on peut faire et nous adapter pour pouvoir aller de l'avant. Parce que quelque chose qui est là, tu dois faire avec pour tirer profit de ça. Ne le laisse pas te vaincre. Moi, je dirais que si, avec une bonne compréhension de la mentalité des jeunes, si nous nous engageons, nous pouvons faire l'essentiel. D'accord. Il a annoncé quelques solutions qui doivent être prises en amont. Est-ce que vous, en tant qu'agriculteur, exploitant, est-ce que vous avez ces informations à temps? Oui, on a ces informations. Le micro? J'ai dit que ces informations-là, on l'a toujours. Parce que par rapport au calendrier agricole, là,
c'est une de nos premières situations qu'on balance aux sections pour informer les paysans, pour être en règle vis-à-vis du calendrier agricole. Comme il a si bien dit, il y a des exploitants qui sont un peu, j'ai dit le mot têtu, qui ils évoluent selon ce qu'ils pensent. Donc on a ce problème-là aussi. Sinon, comme il a si bien dit, si on respecte le calendrier agricole, on n'a aucun problème. Et ces exploitants-là, ils ont besoin de formation. Ils ont besoin vraiment de formation et de continuer à les former par rapport au calendrier agricole. Si un paysan ne respecte pas un calendrier agricole, c'est qu'il va à l'échec par rapport à son rendement, par rapport à tout ce que tu peux imaginer. Parce que les plantations ont besoin de moyens. Ils ont besoin d'un moment propice pour qu'ils puissent récolter à temps. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce défi-là peut être relevé en un mot? Ça peut être très bien relevé. Si les moyens et les conditions sont réunis, on peut bien le relever, sans problème. C'est ce que j'ai dit à l'entame de mes propos. Voilà. Merci bien. Ainsi se referme ce grand dialogue en direct de Tombouctou. Nous animons ce débat en plein air et nous parlons du changement climatique. Tombouctou face à une forte montée des eaux. Et nous étions avec Mahaman Gobi, président de la coopérative des riziculteurs Amadia, et Hamma Boubacar Meiga, un technicien en développement agricole. Comme je l'ai dit au début, nous avons tenté la direction régionale de l'assainissement, mais nos tentatives sont restées vaines. Ce débat vous a été présenté par Imrana Kilo Maïga, à la régie vidéo et son, Gagny Kanté et Adjaratou Traoré. Merci d'avoir suivi ce débat. À demain pour un autre débat.